Et salut à tous, c'est Taski, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci un peu différente car je vais vous faire une tier list des livres que j'ai lus durant mon absence de Booktube sur ces trois années il me semble à peu près. Donc un peu différent, cette fois on va pas voir ma tête. Donc on va commencer par des trucs assez simples, hein, c'est-à-dire une tier list. Même si par assez simple, je veux dire pas forcément tant que ça, car la tier list des livres que j'ai lus en mon absence, bah, il y en a, ils commencent à remonter, de fou. Donc, je vais essayer de vous en parler vite fait, de dire de quoi parle le livre, qu'est-ce que j'ai aimé, et quels sont un peu les thèmes abordés, tout cela. La tier list, elle se compose de façon assez simple. En S, hein, les coups de cœur, ceux que j'ai vraiment adorés. En A, très bon, hein, de livres que j'ai beaucoup aimés, mais pas au point de vraiment, heu, de vraiment changer ma vie ou que j'adore, d'un amour fou. B, c'est les romans qui sont cool, qui sont sympas, qui avaient des bonnes idées, des bonnes choses, mais qui étaient pas forcément super prenants ou avec quelques défauts sur quelques points. En C, ça va être les romans un peu meh, je les ai quand même finis, ils étaient vite fait sympas, mais c'était quand même un peu lourd ou pas exactement ce que j'aime lire. Et en D, c'est ceux qui sont nuls, voire que j'ai pas fini, donc DNF, hein, did not finished, did not finish, oui. Voilà, donc on va tout de suite commencer avec Shadowdale, le premier roman, il me semble. Oui, le premier roman de la trilogie des Avatars, qui se passe dans les Royaumes oubliés. Donc les Royaumes oubliés, c'est le setting principal de Donjons et Dragons, hein, pour ceux qui ont vu le film Honor Among Thieves, qui ont joué à Baldur's Gate. C'est voilà, c'est ce setting, c'est les Royaumes oubliés. Et la trilogie des Avatars, que j'ai lu d'ailleurs en buddy read à l'époque avec Liam de Liam's Lyceum, dont on avait fait d'ailleurs une vidéo pour en parler sur sa chaîne qui remonte à un moment. De quoi ça parle, la trilogie des Avatars? On suit, en fait, un événement qui s'appelle le Temps des Troubles dans, les Royaumes oubliés, où les dieux, ont un peu trop fait les chauds, et ont un peu trop fait les fous et du coup se font bannir, des cieux par Ao, qui est un peu le dieu suprême, et ils sont tous retrouvés sous forme d'avatars, sur Toril, donc la planète de D&D, enfin des Royaumes oubliés. Et bah, c'est la merde parce que, tout va mal. La magie ne fonctionne plus, c'est vraiment le bordel. En fait, les dieux ont été bannis parce que, les tablettes du destin ont été volées. C'est les tablettes sur lesquelles, sont censées être toutes les règles que les dieux doivent suivre. Et on va suivre plusieurs personnages. On va suivre Kelemvor, Midnight, Cyric ainsi que, Adon. Donc, qui va former une sorte de petit groupe d'aventuriers qui vont devoir essayer de suivre les traces de ces tablettes pour les récupérer et pouvoir faire en sorte que les dieux retournent en haut et sauver le monde. Donc, c'est une sorte d'aventure D&D. J'ai pas envie de dire entièrement classique parce qu'on commence direct avec des enjeux assez énormes. Il y a vraiment les dieux qui sont impliqués. On a des personnages qui sont très, très, très importants, que j'aime beaucoup. Kelemvor, Midnight, je vais pas trop spoil, même si ceux qui connaissent le lore de D&D ou qui ont joué à des campagnes, bon, les noms de Kelemvor, Cyric vous disent quelque chose. Midnight, peut-être pas, mais je vous assure que vous la connaissez. Hem, mais ouais, c'est une série dans laquelle il y a vraiment des noms importants qui pop. Il y a le Minster qui arrive à un moment. C'est voilà, des personnages qui sont très cool, enfin qui sont très cool, que j'aime bien. Surtout parce que quand j'ai commencé à lire cette saga, je jouais dans une campagne un de mes personnages préférés qui était un clerc de Kelemvor, donc ça c'était rigolo que je lise ça à ce moment-là. Je viens peut-être un peu de spoil pour ceux qui connaissent pas du tout, mais voilà, effectivement, Kelemvor deviendra un dieu dans le futur. Et c'est un événement qui a un rôle super important dans les Royaumes oubliés, le temps des troubles, car il y a un avant et un après sur la façon dont la cosmogonie de D&D fonctionne. Donc voilà, qui fait un peu la transition, il me semble, entre la quatrième et la non, entre la troisième et la quatrième, je crois, édition de Donjons et Dragons. Pour ce qui est des romans, c'est des aventures assez chill, assez rapides, pas super bien écrits, pas super excitants, mais ça reste fun pour ceux qui aiment franchement l'univers de Donjons et Dragons. Il y a plein de lore, il y a des personnages un peu iconiques, on découvre d'où viennent certains persos et certaines divinités. Ça reste franchement fun à lire, les romans se lisent assez vite. Je vais les mettre tous dans cool, je pense. Je vais commencer tout de suite avec Tantras, du coup, qui est le deuxième tome, et normalement quelque part par là, il devrait y avoir Waterdeep, le troisième. Et si je devais les trier par
ordre, on va dire, de qualité ou à quel point je les ai aimés, en tout cas, je mettrais Waterdeep en premier, Shadowdale et Tantras, voilà. C'est aussi là d'ailleurs que apparaissent pour la première fois, non, ils étaient déjà là, mais que se forment réellement, il me semble, les Dead Three, donc les trois dieux un peu mauvais de D&D, hein, qui sont présents aussi dans le jeu Baldur's Gate 3 pour ceux qui ont joué les Dead Three, ça vient de là. Ensuite, j'ai lu la série The Rhyria Revelations par Michael J. Sullivan. J'ai oublié de le dire, mais du coup, la trilogie des Avatars c'est fait par Richard Ollinson, qui est le nom de plume de deux auteurs différents, il me semble. Mais du coup, Rhyria Revelations, de quoi ça parle? On suit Royce et Hadrian, qui sont un duo de malfrats, de bandits qui vont se retrouver accusés du meurtre du roi. Ce fut la pire idée de leur accuser de ça. Globalement, on va suivre ce duo de personnages qui va essayer, dans un premier temps, de se dépêtrer hein, de ce problème, parce que c'est clairement pas eux qui ont fait le coup. Hein. Ils ont été un peu pris dans un piège pour qu'on leur accuse ça, et ils vont au fur et à mesure se retrouver impliqués dans des enjeux enfin dans des conflits qui ont pour enjeu la survie du royaume, la survie du monde. J'ai énormément aimé The Rare Revelations. Pour ceux qui suivent un peu le booktube anglophone, parce qu'on n'entend vraiment pas parler, je suis même pas sûr qu'il soit traduit en français. Royce et Hadrian, ils sont souvent cités comme un des meilleurs duos de la fantasy. Et franchement, très 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 clairement, la dynamique entre ces personnages est super cool. Les personnages aussi secondaires sont tous très cool. Notamment Myron, que j'ai beaucoup aimé, ce moine très naïf, très jeune, qui a passé sa vie dans son monastère et qui connaît rien du dehors à part sa petite vie de moine. La citation où il dit qu'une femme est aussi belle qu'un cheval, et la femme le prend mal, et lui il comprend pas parce que pour lui c'est un des meilleurs compliments, parce que les chevaux sont des créatures magnifiques. Ça m'a beaucoup fait rire et ça représente très bien le personnage. Mais voilà, ouais, l'écriture des personnages sont des super cool. C'est vraiment le point fort, je trouve, des révélations de Rhaeria. Ouais, je crois que c'est traduit. Mais l'histoire aussi est super cool. L'évolution hein, du récit qui passe à travers. Alors, il y a 3 tomes, parce que j'ai lu les versions condensées. À la base, ça avait été publié en 6 tomes. Euh, et au fur et à mesure de ces tomes, en fait, ça évolue vraiment. Un peu heroic fantasy, du coup très centré sur les personnages, avec des enjeux et des échelles assez basses. Et plus ça avance, plus ça devient vraiment exponentiel. Franchement, c'est super cool. Je mettrai Theft of Swords, donc le premier tome, en très bon. Et ensuite Rise of Empire et Heir of Novron en coup de cœur. Voilà, j'ai vraiment adoré. J'ai pas lu la suite, du coup, les préquels qui ont été écrits par Michael J. Sullivan. Il y a les chroniques de Rhaeria qui racontent l'histoire de comment Royce et Adrian se sont rencontrés. Il y a, euh, j'ai oublié les noms, mais il y a plein d'autres séries qui sont situées dans le monde d'Elan, qui est un peu le monde de l'univers de cette saga, et tout a l'air super cool. Et j'ai vraiment hâte de me replonger dedans parce que j'avais vraiment adoré. Ensuite, mon premier Ursula Le Guin avec le monde de Rokonon, hein, donc son premier à elle aussi. J'ai vraiment très peu de souvenirs. Je me souviens que c'était un récit de SF un peu classique de souvenirs. On suit un personnage qui va voyager à travers, qui va faire un voyage et qui va découvrir des peuples, des créatures, toutes un peu, enfin, surnaturelles, bizarres, étranges, avec des concepts un peu bizarres. Ça me rappelle beaucoup du Jack Vance dans l'idée. Je me souviens que ça m'avait pas mal fait penser à La Planète Géante de Jack Vance. Ce côté vraiment, on fait un voyage et à travers ce voyage, on rencontre différentes sociétés et différents concepts un peu étranges, euh, un peu accroblant dans l'idée aussi de ce personnage qui va découvrir le monde à travers son voyage. Ça casse pas trois pattes à un canard, franchement, je le mettrais dans le haut du cool. Mais j'ai hâte de lire la suite, les autres livres de Le Guin, parce que pareil, j'y ai pas retouché à Le Guin depuis tout ce temps, mais ça va changer. Ensuite, j'ai juste mis le tome 20, mais globalement, c'est The Promised Neverland, le manga, j'ai oublié la mangaka, mais je mettrai son nom, j'afficherai son nom au montage. Franchement, ça va dans très bon. De quoi ça parle le manga? C'est très dur d'en parler. Franchement, je vais pas faire de pitch parce que vous devriez y aller à l'aveugle pour ceux qui ne connaisseraient pas encore. Euh,
pour ceux qui ont vu l'animé, je vous jure, le manga il est bien. Euh, Surtout au début. La raison pour laquelle c'est pas dans le coup de cœur, c'est petite baisse de qualité, je trouve, sur la fin. C'est pas nul non plus, mais j'ai clairement préféré le début et les premiers arcs, et ensuite c'est un peu descendu. Mais franchement, ça reste super cool de Promised Neverland. Ensuite, un livre que j'avais lu à l'époque pour les cours, c'est Le Chien de Baskerville de Arthur Conan Doyle, hein, donc roman de Sherlock Holmes, où il y a un meurtre, il me semble, dans le manoir des Baskerville, et ouais, Sherlock qui va enquêter. Non, c'est pas Sherlock, je crois que c'est Watson du coup qui enquête surtout dans ce roman. C'est pas Sherlock justement, euh, il me semble, mais ça remonte, et je vais le mettre tout de suite en mai. Je suis pas super fan des romans d'enquête de Sherlock Holmes, c'est pas trop mon truc, donc il est pas nul, mais il est dans mes plus parce que c'est pas mon style que par un manque de qualité de l'œuvre, on va dire. Euh, Ensuite, Dominion Mundi, le tome 2, j'avais déjà fait une review du tome 1. De quoi ça parle? On suit, il me semble, un soldat, j'ai oublié le nom, qui se retrouve embarqué dans une croisade spatiale pour aller sur une autre planète, récupérer potentiellement le corps du Christ qui aurait été découvert sur cette planète. Le premier tome était une sorte de huis clos space opéra qui se passe dans le vaisseau, et on suit le voyage jusqu'à cette planète. Et là, on change un peu de registre. On arrive cette fois sur la planète et c'est un peu plus de la SF militaire, euh, qui me rappelle un peu plus Starship Troopers. On sent la grosse inspiration de Starship Troopers, en tout cas dans ce roman, hein, les gros soldats qui arrivent avec leurs grosses armures, affronter les aliens. Franchement, il y a des grosses réminiscences de Starship Troopers. C'est inspiré par, je sais plus quelle croisade, mais c'est inspiré par une croisade dans le récit apparemment. Sauf que je pense qu'on remplace Jérusalem par une planète extraterrestre. Il y a des concepts qui étaient très cool. Le roman était franchement très fun à lire, de souvenir. Moi, j'avais bien aimé. C'est des grosses briques, mais franchement, c'est très cool. C'est un diptyque. Ça change pas mal du coup, parce que le premier tome, c'est un space opéra, huis clos, un peu énigme, mystère sur certains points, plus centré sur les persos et leur dynamique, alors que le deuxième, on est plus sur de la relation avec ces êtres aliens, de la SF militaire avec un peu plus d'action, un peu plus d'exploration. C'est c'est un peu différent, donc au final, ça se renouvelle assez bien malgré que ce soit sur 2 tomes, donc franchement, je vais le mettre dans très bon. Ensuite, encore un deuxième tome, c'est Bloody Rose de Nicolas Eames. J'ai oublié de le dire encore, mais Dominion Maudit de François Barranger. Donc Bloody Rose de Nicolas Eames, le tome 2 de la série The Band, donc la suite de Kings of the Wild. On suit Bloody Rose, donc la fille de Golden Gabe, et son groupe qui veut sortir en fait de l'ombre de son père et de l'ombre de Saga. C'est Saga, oui, il me semble le nom du groupe. Non, dans le premier tome, qui veut sortir en fait de l'ombre légendaire de son père, et acquérir de la gloire par ses propres moyens avec son propre groupe. C'est tout ce qui a fait que Kings of the Wild était bien, des personnages super bien écrits, un humour super bien dosé, qui est super drôle, mais qui sait être sérieux et faire presque couler des larmes. Moi non, mais je pense qu'il y en a plein qui pleuraient devant ce genre de roman, qui sait être super émouvant, des personnages qui sont bien développés. Les rêves toujours au rock et à la musique, cette fois je crois plus des années 80. J'ai pas tout eu, mais voilà, pour ceux qui kiffent, c'est toujours un petit plus. C'est clairement pas obligatoire, beaucoup de gens en parlent sur BookTube, mais c'est pas obligatoire de connaître tout le rock des années 80, c'est vraiment juste des refs, mais le récit se tient largement lui-même. Ceux qui aiment la fantasy, un peu light fantasy, D&D, Donjons et Dragons, aventure, fun, mais aussi quand même avec du sérieux et tout, foncez lire Bloody Rose. J'ai hâte que le tome 3 sorte. Quand il sortira un jour, on commence à l'attendre depuis un moment, mais c'est pas grave, parce que chacun des romans, même s'ils se suivent, hein, Bloody Rose et la suite de Kings of the Wild, les histoires se suffisent à elles-mêmes quand même. Quelqu'un pourrait lire juste King of the Wild et s'arrêter, voire juste lire Bloody Rose. Je le recommanderais pas, parce que c'est quand même mieux d'avoir lu Kings of the Wild avant de lire Bloody Rose, pour avoir un peu l'attachement et le background, et on en tire plus en ayant lu Kings of the Wild avant de lire Bloody Rose, mais c'est faisable quand même, si jamais vraiment quelqu'un a envie de le faire. Le livre sera quand même largement cool. Du coup, je vais mettre, j'hésite entre le mettre dans coup de cœur et très bon. Je pense que, est-ce que je l'ai préféré à Theft of Swords?
Ouais, je pense que je l'ai préféré à Theft of Souls. Pour l'instant, je le mettrai en haut de très bon. Je verrai si ça change après. The Caterpillar's Question de Pierce Anthony et Philippe José Farmer. De quoi ça parle? Je sais pas trop. Je le mets tout de suite, hop là, dans DNF. Il me semble que c'est une sorte de réécriture. Enfin, je l'ai compris, on va dire, comme une sorte de réécriture de Alice au pays des merveilles, très psychédélique, avec des voyages dans d'autres dimensions. C'est très bizarre. Je l'ai pas fini parce que je pense que j'étais pas dans le mood à ce moment-là de le lire. Il y a des scènes avec, il me semble, le personnage principal qui est quand même un adulte qui a des relations avec la fille qui, il me semble, est pas mineure, enfin, elle est pas majeure, ou alors elle a genre peut-être 18 ans à peine, je sais plus exactement, mais c'est un peu pas fou, c'est un peu chaud quand même. Et c'était vraiment un peu trop psychédélique pour moi. Je comprenais pas ce que je disais, vraiment, je comprenais pas c'était quoi le plot, je comprenais pas l'intérêt, j'arrêtais à peu près à la moitié. Mais je pense que je lui donnerai une autre chance un jour, mais je pense que pour Philippe Rosset Farmer et Pierce Anthony, je vais peut-être lire d'autres de leurs romans avant de lire ça. Notamment pour Philippe Rosset Farmer, lire la saga du fleuve, là, le monde du fleuve, et pour Pierce Anthony, je sais pas, peut-être Xanth, peut-être autre chose. Mais c'était pas le meilleur des débuts pour eux. Ensuite, The Breaker. Je suis un peu embêté parce que c'est un manhwa. J'ai beaucoup aimé. Je me souviens que j'ai aimé, mais je me souviens quasiment de rien. Je me souviens que c'est un récit un peu classique où on suit un personnage qui est un lycéen, je crois, qui se fait un peu bully, qui se fait un peu harceler, euh, et qui va finir par découvrir que son mentor, enfin son professeur, est un super guerrier de fou malade, il sait trop bien se battre, et du coup il va essayer de le supplier de lui apprendre à se battre pour qu'il arrête de se faire bully. euh, et il va finir par apprendre à se battre et il va se retrouver plongé au milieu de conflits dans une sorte de mafia où tout le monde se bat comme des fous malades, ils ont des techniques trop dingues, et après c'est bagarre sur bagarre. Le mentor, on découvre que potentiellement il est plus que ce qu'il est. Euh, voilà, c'est assez classique, je trouve, pour des histoires d'action comme ça, avec ce petit personnage qui se retrouve propulsé dans ce monde un peu invisible qu'il ne connaissait pas, qui est beaucoup plus dangereux et violent que ce qu'il pensait, mais il veut quand même devenir fort pour protéger la meuf qu'il aime et pour ne plus se faire bully. Je sais qu'il y a une suite, faudrait que je la lise, mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Je me souviens que j'avais beaucoup aimé, que les scènes de combat étaient quand même vachement stylées, le dessin était très cool. Je vais le mettre en haut de cool quand même, parce que je m'en souviens pas, donc je pense que le plot était pas si fou que ça, il est quand même très 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 basique. Du coup, c'est pour ça que je pense que je vais quand même le laisser en haut de cool. Ensuite, Legend and Lattes de Travis Baldry. J'ai fait partie de la hype, hein, je l'ai lu au moment où il y avait toute la hype autour de ce livre qui sortait. La cozy fantasy était en train de percer de fou dans la communauté booktube. Euh, et bah du coup j'ai craqué, je l'ai lu et franchement bah, c'est très sympa. De quoi ça parle Legend and Lattes? On suit Vive, il me semble elle s'appelle, qui est une orque ou une demi-orque, non je crois que c'est une orque, qui est une ancienne aventurière qui a décidé de prendre sa retraite d'aventurière et d'ouvrir un café dans une grande ville, car le café est une boisson qu'elle a découverte au cours de ses aventures dans un pays très lointain et personne ne sait ce qu'est le café dans cette ville, donc elle a décidé d'en ouvrir un parce qu'elle a adoré le café. Et on va suivre ensuite ses petites péripéties alors qu'elle essaie d'ouvrir sa boutique au milieu de cette ville. C'est très fun, les personnages sont très attachants, ça passe le temps, c'est très cool, c'est très mimes. Il y a des cinnamon rolls apparemment dedans, de souvenirs, c'est très cool, j'aime beaucoup. Petit défaut, c'est que pour quelque chose qui se veut comme un peu de cozy fantasy, ça tombe quand même dans le piège de mettre des enjeux et un peu de tension et tout, et pas juste de la tension en mode oh là là, la machine à café, on n'a plus de café, comment va-t-on faire? Mais vraiment des enjeux, on va dire un peu graves entre guillemets, c'est un peu dommage. À la limite, si ça s'était centré peut-être sur les traumatismes et le background de ce personnage, qui quand même est une ancienne aventurière qui a vécu des choses assez horribles, ça aurait été ok, je trouve. Peut-être pas entièrement dans le point de faire de la cozy fantasy sans enjeu, mais voilà. Mais tout ce qu'il y a autour de... Je vais pas spoil, mais en gros, tout le plot qui est un peu plus sérieux, on va dire, et qui amène de l'action, c'était pas nécessaire. Il aurait fallu, je pense, aller à fond dans la cozy fantasy qui est pas là pour avoir de grosses scènes d'action et des enjeux de vie ou de mort. Mais ça, c'est quand même très cool. La relation entre Viv et les autres personnages, et notamment
la petite, l'autre personnage qu'on voit sur la couverture, j'ai complètement oublié son nom, c'était quand même très mimes. Peut-être que je lirai la suite, un jour. Enfin, les autres romans, je sais plus si c'est une suite directe à cette, série ou si ça se passe dans le même monde ou si ça a rien à voir. Je crois que c'est Bookshop and, and quelque chose et après c'est Knife and je sais plus c'est quoi les titres. Je mettrai peut-être si j'ai pas la flemme les couvertures au montage, mais ouais, je les lirai peut-être un jour, je pense. Je vais le mettre en haut de cool. Voilà. En haut de cool ou dans très bon? Non, en haut de cool, parce que la cozy fantasy, c'est pas non plus mon genre de prédilection. Voilà. Ensuite, Philippe Kedic, Do Androids Dream of Electric Sheep, que j'ai lu pour les cours. Oui, ça va sûrement en surprendre certains. J'avais un cours de science-fiction à la fac, donc qui était en fait un cours de cyberpunk, et notamment de proto-cyberpunk, et du coup on a lu Do Androids Dream of Electric Sheep, donc plus connu sous le nom de Blade Runner de Philippe Kedic. Donc de quoi ça parle? On suit Rick Deckard, qui est un Blade Runner qui est chargé d'éliminer les androïdes qui se sont rebellés et qui se sont enfuis sur Terre. Et du coup, on va suivre ce personnage qui va essayer de les traquer et en même temps qui va poser plein de questions. Le livre pose plein de questions, plein de thèmes sur qu'est-ce que c'est que d'être humain, qui a le droit de vivre ou non, sur les problèmes de classe aussi, parce qu'on est dans un monde un peu apocalyptique où la plupart des riches sont partis dans l'espace et ceux qui sont sur Terre, c'est vraiment les gens pauvres et malades ou qui avaient des problèmes qui ont fait qu'ils n'ont pas pu partir. Euh, on a ce truc de classe aussi, en fait, sur le nom du roman, est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques? C'est une référence au fait que dans ce monde, avoir un animal vivant, vu qu'il y en a quasiment plus sur Terre, c'est un signe de richesse. Et du coup, bah, pour ceux qui ont quand même un peu d'argent mais qui sont pas super riches, ils s'achètent des robots qui imitent des animaux. Et en fait, dans le roman, Rick Deckard va s'acheter un mouton électrique. Et du coup, ça fait une petite blague en mode quand on rêve de moutons, est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques? Est-ce que les androïdes sont vivants? Ce genre de questions, c'est assez différent du film. Il y a aussi des questions qui sont pas du tout présentes dans le film, notamment sur un peu la religion, la connexion avec les autres, les sentiments, la relation entre tous les mondes, cette espèce de matrice bizarre avec le mercerism, qui est pas du tout présent dans les films. Enfin, dans le film, en tout cas, j'ai pas vu encore le Cyberpunk 2099. Mais franchement, si vous avez aimé le Cyberpunk, qu'est-ce que je dis, Blade Runner de 2099, si vous avez aimé le film Blade Runner, foncez lire le roman, il est assez différent pour en tirer quelque chose d'autre, et il a relativement bien vieilli. Je vais le mettre dans très bon, en haut de très bon. Voilà. Ensuite, un autre DNF, Tomie de Junji Ito. J'ai pas aimé. De quoi ça parle? C'est une anthologie d'horreur, un manga en manga, où on suit plein d'histoires un peu horrifiques. Euh, et l'horreur, franchement, en manga, ça me touche pas de fou, hein. Moi, ça me faisait. Enfin, j'ai pas eu peur, j'ai pas été angoissé, ni malaisé, ni gêné à aucun moment. J'ai trouvé l'art et la plume, enfin la plume, le style artistique de Tomie vraiment pas fou. Les trucs qui étaient censés être un peu horrifiques, je les ai trouvés un peu nuls. Du coup, j'ai pas fini le livre. Je suis un peu déçu vu la réputation de Junji Ito, mais l'horreur, c'est rare que ça me plaise, surtout quand c'est l'horreur qui veut juste faire peur, et surtout dans des formats papier. Autant en jeu vidéo ou en série ou en film, pourquoi pas, autant sur les livres, l'horreur, c'est rare que ça me fasse quoi que ce soit. Du coup, je ne l'ai pas fini. Ensuite, un autre livre que j'avais lu pour la fac, c'est The Buddha of Suburbia de Hanif Kureishi. Kureishi. De quoi ça parle? On suit un jeune garçon qui est à Londres, qui est né, il me semble, à Londres, mais qui est issu en fait d'une famille immigrée du Pakistan. De souvenir, je crois que c'est le Pakistan. Et en fait, on va suivre ce jeune garçon alors qu'il va grandir au milieu des rues de Londres avec ce double héritage, à la fois pakistanais de par ses origines et anglais et londonien de par sa naissance et les lieux dans lesquels il a toujours vécu, au milieu de cette Londres du coup des années, il me semble,
80-90, peut-être 70, je sais plus, mais il y a un moment quand même, qui était quand même assez raciste. C'est un personnage qui va se découvrir, que ce soit par rapport du coup à ses origines, découvrir sexuellement, découvrir la vie, le travail. Enfin, c'est vraiment ce récit, voilà, de ce personnage qui découvre la vie. Il y a pas grand chose de plus à en dire. Je l'avais trouvé ok. J'étais pas spécialement fan de la plume. Je peux voir en quoi c'est intéressant. Certains passages qui étaient un peu bizarres. Euh, je je sais pas quoi en penser de plus. C'est pas le genre de livre que je lis d'habitude, mais ça restait quand même assez sympa. Je pense que euh, je vais le mettre là. Et d'ailleurs, je vais baisser en vrai Ursula Le Guin là. Parce que je pense que j'ai quand même préféré, et ça aussi, je pense que j'ai quand même préféré la trilogie des Avatars à tout ça. Ensuite, la communauté de l'anneau, le premier tome du Seigneur des Anneaux, car je n'ai pas lu le Seigneur des Anneaux en entier. C'est à moitié volontaire, je sais pas pourquoi. J'ai cette volonté de. Enfin, j'ai un peu comme cette impression de ne pas vouloir lire le Seigneur des Anneaux tout de suite entièrement. Malgré le fait que ce soit un des classiques, un des gros fondateurs, j'ai envie de lire plus de fantasy et de vraiment être beaucoup plus calé en fantasy et d'enfin m'attaquer au Seigneur des Anneaux. C'est un peu comme cette grosse ombre qui plane au-dessus de moi. Et aussi parce que j'ai un peu du mal à lire, à me lancer dans les classiques, peu importe le médium. En fantasy, c'est vrai que j'ai pas lu Le Seigneur des Anneaux, j'ai pas lu Game of Thrones, j'ai pas lu La Première Loi, j'ai pas encore lu Brandon Sanderson, alors que je les ai hein, pourtant. Mais voilà, je me les garde pour plus tard. Mais j'ai quand même lu La Communauté de l'Anneau et je pense que dans les années qui vont arriver, peut-être même en 2026, je vais quand même finir par lire Le Seigneur des Anneaux. La communauté de l'anneau, c'est très cool, j'ai beaucoup aimé, c'est super bien écrit. Les gens qui disent qu'on s'emmerde et oh là là, Tolkien, il fait chier à écrire des pages et des pages d'arbres qui bruissent, je suis pas d'accord, parce qu'effectivement, il peut parler d'un arbre pendant 2 pages, ou 3 ou 5, mais en fait, bah, il écrit suffisamment bien pour que bah, on s'ennuie pas, en fait, justement. Ces 5 pages d'arbres qui bruissent sont super intéressants à lire. C'est un peu long par moment, effectivement, mais bah, sinon, c'est le Seigneur quoi, c'est super cool. Euh, il y a quelque chose qui m'a fait rire, je l'ai écouté en anglais, l'audiobook, et je l'ai écouté en audiobook et je l'ai lu à moitié, hein, j'alternais un peu entre les deux. Et en anglais, ça me faisait vachement rire vu que c'est vieux. L'utilisation du mot queer qu'ils utilisent assez souvent pour parler de quelque chose d'étrange. Hein. Queer à la base, ça veut dire bizarre, étrange, avant que ce soit réellement. Enfin, avant. C'était peut-être déjà le cas à l'époque où le Seigneur des Anneaux a été écrit, je sais pas trop. Mais en tout cas, la tête du public général, queer, ça voulait encore dire bizarre et c'était pas encore réapproprié par les communautés LGBTQ+. Et du coup, c'est assez rigolo d'entendre ce mot queer être utilisé, pas du tout dans le contexte dans lequel on l'utilise de nos jours. Voilà, c'était la petite touche rigolote. Où est-ce que je mettrais la communauté de l'anneau? Je le mettrais là. En tant que livre unique, je pense que j'ai quand même préféré les autres parce que le Seigneur des Anneaux prend beaucoup plus son temps à établir le monde et à établir les personnages, tout ça. Il y a un peu moins d'action, un peu moins de suspense et tout. Donc, j'ai quand même préféré Bloody Rose, Tales of Sword et compagnie. Ensuite, autre livre que j'ai lu pour les cours, c'est The Scarlet Letter, la lettre écarlate de euh, Nat- Nathaniel Hawthorne. Voilà, j'avais peur de dire Nathaniel West, je les confonds tout le temps. Non, c'est Nathaniel Hawthorne. Je le mettrai en mai, je l'ai lu vite fait. Euh, je l'ai à moitié lu, franchement, j'étais pas passionné. C'était une période où j'avais la flemme de participer aux cours à la fac. Euh, du coup, je l'ai quand même lu vite fait, dans les grandes lignes, on va dire. Il y a peut-être des pages qui ont été skip par moment. De quoi ça parle? On suit de souvenir une femme qui est accusée d'adultère et qui du coup va se retrouver brodée sur ses vêtements la lettre écarlate hein, de A pour adultère, il me semble que c'est la lettre A. Et en fait, on va suivre ce personnage qui du coup est enceinte hein, euh, et qui va en fait se retrouver expulsée en dehors de la ville, en dehors des habitants, qui va se retrouver ostracisée un peu, euh, mais qui s'en fout, mais qui va quand même essayer de grandir, d'élever sa fille. On va suivre aussi, il me semble, le point de vue de cette fille et son point de vue par rapport à sa mère, la situation dans laquelle elle est à cause d'elle, d'une certaine façon. Ça va traiter de la place de la femme et de l'homme à l'époque où ça a été écrit. Euh,
ce genre de choses. Je saurais pas en dire vraiment beaucoup plus, parce que c'est vraiment un roman que ça m'a pas marqué, je l'ai pas vraiment lu, bah, disons que les romans qu'on doit lire pour les cours, en général, c'est jamais autant marquant ou autant intéressant que si jamais on les lisait nous-mêmes, je trouve. Ensuite, autre livre que j'ai lu pour les cours et pour mon cours sur la SF, en partie, j'avoue que c'est un peu la triche de le mettre là parce que je l'ai pas lu entièrement, c'est une collection nouvelle, c'est Burning Chrome de William Gibson. Heu, je l'ai plutôt aimé, celle que j'ai lue, je vais les mettre en haut de cool. C'est une anthologie de nouvelles du coup de cyberpunk, heu, ou qui en tout cas oui de cyberpunk, avec, des nouvelles comme Johnny Mnemonic par exemple qui a été adaptée plus tard. Très sympa, j'ai beaucoup plus aimé ça à Neuromancien, ça c'est sûr. Pas grand chose de plus à en dire, hein. Si vous aimez le cyberpunk, si vous avez aimé Neuromancien, vous aimez les nouvelles, n'hésitez pas à lire, Burning Chrome, de William Gibson. Ça a été traduit, je sais plus c'est quoi le nom, quelque chose chromé, vous trouverez, j'ai confiance en vous. Ensuite, Dragon Mage de M.L. Spencer. Cette fois, je vais pas me tromper et dire le mauvais nom. Dragon Mage de M.L. Spencer. De quoi ça parle? On suit un jeune garçon dont j'ai oublié le nom, parce que moi et les noms, c'est vraiment complexe, qui vit dans un monde. Il a toujours été mis de côté par les autres à cause de sa façon de voir le monde particulièrement étrange. Il adore faire des nœuds, par contre, il est trop fort là, les nœuds, c'est vraiment son truc. Euh, et un jour, il va se retrouver propulsé dans un autre monde, hein, alors que deux mondes commencent à fusionner avec des failles. Et dans ce monde, il y a des dragons et des gens qui ont des liens avec des dragons et chevauchent des dragons. Et il va se retrouver propulsé au milieu d'un conflit interdimensionnel. euh, Alors que ce petit personnage va essayer de comprendre que ce qui était sa faiblesse et ce qui a causé son isolement par les autres pendant longtemps, sa façon de voir le monde, n'en est pas forcément une, et peut au contraire être une grande force. Vous l'aurez compris, c'est un roman qui traite des thèmes en lien avec l'autisme en grande partie, en tout cas le spectre autistique, qui traite après de conflits, peut-être inspiration de Raymond DeFace avec la guerre de la faille, hein, ces conflits entre deux mondes, un qui va potentiellement envahir l'autre. Il y a des dragons, c'est super cool, j'ai beaucoup aimé le world building des dragons et de ce lien qu'ils ont avec leur chevaucheur, qui est vraiment un lien super profond, tellement fort que si l'un des deux meurt, en fait, l'autre meurt, si le chevaucheur meurt, le dragon meurt, et si le dragon meurt, le chevaucheur meurt. C'est un concept qui m'a énormément inspiré, notamment dans mes campagnes Donjons et Dragons, hein. J'ai tout un pays que j'ai construit, dont j'ai largement repompé ce concept de lien entre le dragon et celui qui le chevauche. C'est un stand-alone, même si une suite est en train d'être écrite, ça a été écrit et pensé comme un stand-alone, donc vous pouvez largement le lire en lui-même. Je vais le mettre dans coup de cœur, parce que franchement, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, rendez-vous avec Rama d'Arthur C. Clarke. De quoi ça parle? On est dans un futur assez lointain où une grande partie de notre système solaire a été colonisée. Et entre conflits politiques entre les différentes colonies, on va suivre une, un corps stellaire qui débarque dans notre système solaire, et les interrogations, on va dire, des humains. Quel est ce corps stellaire? Est-ce qu'il faut l'explorer? Est-ce qu'il faut l'arrêter? Est-ce qu'il faut le détruire? Est-ce que c'est des aliens? Est-ce que c'est une météorite? Est-ce que c'est autre chose? Toutes ces questions. C'est un roman de First Contact, c'est un roman que j'aime bien, notamment parce que c'est un roman qui est le genre de First Contact où on comprend pas forcément c'est quoi le First Contact qu'on est en train de faire, c'est quoi ce qu'on rencontre, ce qu'on croise. Euh, c'est un roman où il y a très peu d'action, hein, qui est assez RDCF, qui est assez contemplatif. Malgré le fait qu'il y ait quand même quelques conflits et un peu de politique, ça reste très secondaire. Moi, j'ai beaucoup aimé, franchement, c'était vachement cool. Il y a un film qui est en train d'être fait par Denis Villeneuve, et franchement, j'ai super hâte qu'il sorte, parce que, étant donné la qualité des films Dune, je connais pas trop les films de Denis Villeneuve, mais les Dune 1 et 2, et notamment son côté très contemplatif à Denis Villeneuve, c'est mince, c'est quoi le mot? Pas ses points de vue, mais en gros, ses scènes avec des
des horizons à perte de vue, des bâtiments immenses, ce gigantisme qu'il y a dans beaucoup de ces images de Dune, c'est quelque chose qui, je pense, pour Rendez-vous avec Rama, en film, va rendre incroyable. Donc j'ai vraiment super hâte de voir cette adaptation. Je mets du coup Rendez-vous avec Rama en très bon, voilà, un peu au milieu. C'est super cool. J'ai la suite que je vais lire, je pense, dans courant 2026. Il me semble que je l'ai mis dans ma vidéo. En tout cas, que je veux lire courant 2026 parce que je suis très curieux de ce que va être la suite, vu comment c'est fini le premier livre. Ensuite, prochain bouquin qui est un autre livre que j'ai lu pour les cours, c'est Girl Interrupted, que je vais mettre, hop là, dans nul. J'ai fait tout mon devoir sur ce cours sur pourquoi j'ai pas aimé ce livre. De quoi ça parle Girl Interrupted? C'est un livre biographique, très largement biographique. En tout cas, je crois que c'est une autofiction. Donc, un livre de fiction biographique euh, où on suit en fait une fille qui va se retrouver arrêtée et envoyée en asile psychiatrique alors qu'elle n'a pas forcément besoin d'y aller, ou en tout cas elle le ressent pas forcément, et elles se sent très différentes des autres patients de cet asile psychiatrique, et elle va décrire en fait sa vie dans cet asile, les conditions dans lesquelles elle a vécu, les conditions dont du coup elle a été traitée. Le titre vient d'un tableau qu'elle aurait vu mais auquel elle relate énormément, Girl Interrupted, pour ce point de vue sur comment bah, elle a senti que sa vie s'est fait interrompre par ce kidnapping d'une certaine façon, enfin son envoi en asile psychiatrique. J'ai pas aimé le roman, enfin le livre, parce que je comprends les concepts, je comprends la volonté de témoigner ou quoi. L'écriture est horrible. C'est une plaie à lire. Euh, et voilà. C'est vraiment ce qui a fait que j'ai pas aimé le livre. J'ai pas trouvé super intéressant tout ce qu'elle racontait parce qu'elle le racontait pas super bien de souvenirs, elle écrivait pas bien. euh, je pense qu'elle aurait mieux fait de le faire ghostwrite ou de demander de l'aide ou je sais pas. Après, c'est peut-être volontaire vu qu'il y a ce côté asile psychiatrique. Est-ce qu'au final elle finit par avoir besoin de rester en asile parce qu'elle y restait tellement longtemps que ça a eu un impact sur elle? Peut-être, je ne sais pas, je suis pas psy, je peux pas, enfin, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que le livre était vraiment chiant à lire à cause de l'écriture et que du coup, j'ai vraiment pas aimé. Ensuite, j'ai commencé la saga de l'Elfe Noir, la trilogie de l'Elfe Noir de R.A. Salvatore, la première trilogie dans l'ordre chronologique en tout cas, de Drizzt, le fameux elfe noir de Donjons et Dragons, encore hein, une autre trilogie qui se situe dans l'univers des Royaumes oubliés. On suit Drizzt, un elfe noir, un Drow, on appelle ça dans l'univers Donjons et Dragons, qui sont du coup ces elfes à la peau noire qui vivent dans les tréfonds de l'Underdark, l'Outre-Terre, c'est cette espèce de plan, on va dire, de monde souterrain de l'univers des Royaumes oubliés, dans lequel vivent absolument toutes les horreurs du monde, hein. Euh, et du coup, on va suivre Dritz, qui est un homme droit dans une société qui est matriarcale, tyrannique, horrible, cruelle, dominée par une divinité, Lols, qui est une divinité monstrueuse, et tyrannique elle aussi, qui a servi ses enfants. Et du coup, dans cette société où les Maldros sont des moins que rien, on va suivre Dritz qui va évoluer pour essayer d'un peu de graver les échelons, de se sortir du carcan de la civilisation et de la société Drô, tout en naviguant les intrigues politiques de sa famille, qui en fait se bat pour le pouvoir et qui va essayer en fait, la famille de Drizzt est juste à ça de rentrer dans le conseil des familles les plus puissantes de Menzoberranzan, qui est la plus grande ville Drô de l'Underdark. Et du coup, il y a vraiment tous ces conflits entre les conflits politiques entre les différentes familles, le passage à l'âge adulte de Drizzt, sa rébellion contre cette société, sa relation avec ses parents. Une des raisons pour lesquelles il est bien traité, c'est qu'il fait partie d'une famille importante. Son père était un grand épéiste Drô, qui faisait que malgré le fait que c'était un homme, il était
probablement l'homme drôle le plus respecté de la cité par son talent. Et, euh, et voilà, donc on va suivre ça en tout cas dans les premiers tomes, et ensuite dans les tomes qui suivent, on va un peu plus suivre son aventure à travers l'Underdark et jusqu'à finalement la surface, où il finira par arriver à la surface. Et sa découverte en fait de cet autre monde, de la surface, de comment les drôles sont traités là-bas. Très cool. J'ai mieux aimé que la trilogie des Avatars, je trouve que c'est quand même mieux écrit. Des personnages plus attachants, notamment, j'ai oublié le nom encore, mais euh, dans le tome 2, on va croiser un Snirfblin, il me semble, ou Svirfneblin, il me semble que ça se prononce, les gnomes des profondeurs, qui est très très cool, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Guenhwyvar, qui est la panthère de Drizzt, la panthère iconique aussi. La relation avec Drizzt est super cool, un des familiers de la fantasy les plus stylés. Ça se lit bien, il y a de l'action, c'est pas non plus de la grande littérature, c'est pas de la grande aventure, mais c'est franchement super cool. Donc, si vous voulez un peu de fantasy, Donjons et Dragons, à lire, qui se prend pas trop la tête, mais qui reste quand même fun et cool à lire, avec de l'action, avec un peu de politique, avec des conflits moraux, ce genre de choses, de l'exploration, foncez lire cette trilogie. Pour ce qui est de là où je vais les mettre, pour le premier tome que j'ai trouvé, je pense, le deuxième meilleur, je pense que je vais le mettre en dessous de Legend et Latte. Donc Homeland en anglais. Le deuxième tome, Exile. Non, c'est Exile ou Sojourn? C'est Sojourn. Je vais le mettre en haut de Cool. C'est pour moi mon préféré, le deuxième. Et Exile, je le mettrai en dessous de Homeland, le troisième tome, que je trouvais un peu moins bien. Je trouve que tout le plot qu'il y a en lien avec la surface est moins intéressant, malgré que dans le tome 3, il y a des personnages qui sont vachement cool. Le Ranger est super cool. Le Quickling qu'on voit aussi est super fun, mais il y a des plots que j'ai trouvé un peu forcés, que je trouvais pas forcément des plus intéressants par rapport au premier. C'est un dernier tome d'une trilogie qui en fait nous amène dans un nouveau monde avec des nouveaux personnages, et il doit un peu faire le travail d'un premier tome pour nous réintroduire à tout ça, donc ça fait un peu bizarre. Mais j'ai quand même aimé la trilogie et j'ai hâte de lire la suite. Je sais que la suite, qui est la trilogie du Valbyz en français, donc The Icewind Dale trilogy, je crois, en anglais, euh, est moins aimée, notamment parce que ça a été écrit avant, que c'est un, voire les premières œuvres que Henri Salvatore a écrit. Donc c'est moins bien, sa plume était moins avancée. Edris n'est pas le personnage principal, c'est un des personnages. Je suis au courant de ça, donc j'irai avec cet avertissement, mais j'ai quand même hâte de lire la suite, et par le futur, en fait, de lire plus de romans de l'univers de Donjons et Dragons, parce que pareil, ça fait un moment que j'en ai pas lu. Depuis que j'ai fini la trilogie de Drizzt, je n'ai pas encore replongé dans l'univers de Donjons et Dragons, en tout cas en roman. Ensuite, Starship Troopers de Robert Heinlein, Étoile garde à vous en français, euh, roman de science-fiction militaire. De quoi ça parle? Si vous avez vu les films, vous savez, on suit euh, en fait la guerre entre les humains et les bugs, les aliens insectoïdes, qui ont ravagé une partie je crois que c'est de l'Amérique latine. Ils ont tué des millions et des millions de gens, et du coup on suit en fait cette guerre. C'est un roman qui est quand même assez visiblement pro-militaire, pro la guerre, mais je reste sceptique. Il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'il est limite d'extrême droite, tout ça. Je suis pas entièrement d'accord. Je trouve qu'il critique quand même pas mal la même chose qu'il essaie de mettre en avant. C'est peut-être pas le plus évident, mais en fait, pour moi, c'est tellement trop par moment que je peux pas le voir autrement qu'une critique. Et sachant comment Heinlein a évolué dans son écriture par le futur, je trouve que effectivement le roman est quand même un peu pro-militaire, mais c'est pas tout ce qu'il dit, on va dire, n'est pas à prendre au premier degré. Et je trouve qu'il y a un peu ce côté pro-militaire, mais en connaissance de cause des points qui seraient peut-être un peu plus négatifs. Mais en tout cas, j'ai quand même bien aimé la lecture.
de ce roman que je vais mettre, où est-ce que je le mettrai? Potentiellement, je vais le mettre en dessous parce que je crois qu'il est dans ma liste, dans les mentions honorables ou dans le top 10 de mes romans de SF préférés. J'ai déjà oublié, j'avais déjà dit que cette liste, elle peut changer à tout moment. Est-ce que je le mets au-dessus ou en dessous de Rendez-vous avec Rama? Je le mettrai en dessous, je le mettrai en dessous du Seigneur des Anneaux, mais est-ce que je mettrai Dominion Moody au-dessus? Ouais, franchement, je pense que j'ai préféré Dominion Moody, même si c'est très inspiré de Starship Troopers. Je pense que j'ai quand même préféré Dominion Moody parce que l'écriture de Starship Troopers, la prose de Heinlein n'est pas si folle de souvenir. Mais j'ai quand même hâte de lire plus de Heinlein, un des Big Three de la SF. En parlant de Big Three de la SF, j'ai continué de lire Arthur C. Clarke, notamment avec 2001, l'Odyssée de l'espace. De quoi ça parle 2001, l'Odyssée de l'espace? Pour ceux qui n'ont pas vu le film, on suit un peu l'évolution de l'humanité qui a été parsemée par ces espèces de grosses obélisques noirs qui sont apparus au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité. Du coup, on a plusieurs récits qui se situent à travers des époques, et le récit le plus important qui est celui de Dave et ses copains qui partent dans l'espace pour aller découvrir, il me semble que c'est sur Jupiter ou Saturne, je sais plus exactement, ou sur une des lunes, euh, un de ces obélisques qui aurait été repéré là-bas, mais sur la route il y a les problèmes avec Hal, l'IA, tout ça, tout ça. Pas trop en dire plus, un roman qu'il faut lire. Euh, J'ai pas vu le film, je sais, c'est un peu un scandale, mais je n'ai jamais vu le film, mais je sais de réputation que c'est pas une adaptation. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, le livre a été écrit plus ou moins en coordination avec le film. Il me semble que même les détails, c'est que ils devaient l'écrire ensemble. Puis après, Kubrick a un peu fait des choses en solo par rapport au film, ou c'est peut-être Arthur C. Clarke qui a été un peu éloigné du film, donc il a écrit le livre derrière un peu seul aussi, pour un peu faire réponse. Mais du coup, ouais, globalement, de ce que je sais plus c'est qui avait fait une review où il parlait du livre et du film, où il disait le film pose les questions et le livre y répond. Donc voilà. Il y a quand même plein de questions qui sont posées par le livre. B, je l'ai quand même bien aimé et je le mettrai en. Non, c'est pas le bon que j'ai pris là. Je le mettrai en bas de très bon. Ensuite, Lord of Light de Roger Zelazny. Lord of Light, on est dans un futur assez lointain où l'humanité visiblement a colonisé une autre planète, et les dieux hindous dominent la société, et on va suivre Sam qui est une sorte de messie, de prophète qui devra arrêter la tyrannie des dieux et se retourner contre eux. J'ai beaucoup aimé le livre. Ça parle évidemment des divinités, du pouvoir, de la liberté, ce genre de choses. Euh, c'est assez intéressant dans le récit parce que c'est un récit non linéaire, et franchement, j'étais perdu tout le long. Mais on comprend au fur et à mesure, on assemble le puzzle vers la fin en fait. Euh, on comprend pas pendant qu'on lit le livre forcément qu'est-ce qui se passe quand, qu'est-ce qui est dans le passé, qu'est-ce qui est dans le futur. C'est un peu, on est vraiment perdu, mais les réponses arrivent et on finit par remettre le puzzle en place. Et c'était assez intéressant de lire ça. Je pense que c'est un roman qui est à relire. Euh, Notamment pour en fait, voir dans les petits indices qui sont laissés au fur et à mesure. Pour la petite anecdote, ce roman apparemment a été écrit pour une blague. Il y a juste une blague qui a été faite, et c'est pour ça que ce roman a été écrit. Euh, à un moment, alors passé de genre 20 secondes si jamais vous voulez pas être spoil, c'est pas un spoil hein, par rapport au plot. À un moment, il y a un Shan, qui est une sorte de titre de noblesse, qui a une crise cardiaque, et du coup en anglais c'est When the feet hit the Shan, qui est un jeu de mots avec l'expression anglaise qui veut dire When the shit hit the fan, euh, euh, qui globalement veut dire quand ça part en vrille. Pour ce qui est de son classement, Lord of Light, je le mettrai, euh, par là. Je sais que je l'ai vendu mal, je pense, sur de quoi il parle le roman.
Ça fait un moment que je l'ai lu et j'avoue que le roman m'avait tellement perdu déjà de base que c'est un peu compliqué d'en faire un récapitulatif, on va dire. Mais ça reste un roman très cool, même s'il faut être investi pour suivre. J'ai trouvé que suit en fait l'histoire de ce Sam, de sa montée au pouvoir, on va dire, de sa rébellion contre les dieux, les relations qu'il a pu avoir, cette société aussi, est très très cool. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est classé en SF Masterworks après tout ce que j'ai dit, même si c'est vrai qu'on a colonisé une autre planète. Disons que pour ce roman, skippez de 10 secondes si vous voulez pas être spoil d'un truc mineur qu'on comprend assez vite. L'expression d'Arthur C. Clarke, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie, est très importante pour ce qui est de ce roman. Donc voilà, des concepts assez intéressants à lire. Ensuite, prochain roman. Alors si je dis pas de bêtises, ouais, j'avais un peu du mal en regardant la couverture. C'est Lord Jim de Joseph Conrad que j'ai lu pour les cours aussi à la fac. Lord Jim, de quoi ça parle? On suit le personnage, le personnage éponyme Lord Jim, qui en fait on commence avec son procès du point de vue d'un autre personnage, Marlowe, je crois qu'il s'appelle. On suit son procès car il est accusé d'avoir fui un bateau et de l'avoir laissé couler alors qu'il était sur le staff qui travaillait sur le bateau qui traversait des gens, quoi. C'est un vaisseau enfin un bateau qui amenait des gens d'un point à un point B et il est accusé d'avoir fui. euh, Alors que le bateau n'a même pas coulé au final. C'est pour ça qu'ils ont su qu'il a fui et tout, et qu'il s'est fait un peu attraper. Et on a un peu toute cette première partie avec ce personnage qui ne comprend pas pourquoi il a fait ça. Il était persuadé qu'il serait toujours qu'il serait un grand héros. Il a grandi avec ses romans d'aventure et de personnages incroyables, et du coup il comprend pas pourquoi il a fui au premier problème. Et ensuite, on va suivre plein d'autres péripéties de ce Jim qui va se retrouver à devenir une sorte de white savior. C'est un roman qui parle du coup de ça, de cette responsabilité, de la délusion des grandeurs d'une certaine façon, non, mais de ce qu'on pense être et ce qu'on est réellement, de comment on réagirait vraiment par rapport à ce qu'on pense quand les problèmes arrivent, quand tout ce qu'on dit qu'on ferait, au final, on est vraiment confronté à ce genre de choses. Ça parle aussi de racisme, de colonisation, euh, de la colonisation notamment des pays des îles au niveau des Indes et tout par les Blancs, de la relation entre les personnages, entre les personnes. J'ai envie de dire que ça parle du héros parce que l'exposé, enfin le devoir que j'ai dû rendre, que j'ai dû faire, parce que c'était sous forme d'exposé, c'était quelle est euh, la notion de héros dans ce roman. Euh, donc j'ai pas mal analysé le roman de ce point de vue-là. J'avais pas aimé le roman en le lisant, je le trouvais long, long sa mère. Conrad a une écriture qui est ennuyante, qui est longue. Je dirais pas ennuyante, non, ennuyante c'est pas le bon mot, mais c'est lent et long, sachant que le roman est un peu épais quand même. Mais après l'avoir analysé, en fait, avec le recul, après l'avoir fini, je trouve que le roman est plutôt cool et très bien même. Donc je m'étais dit que je lirais jamais d'autres John Conrad, que je lirais pas ses romans Apocalypse Now et tout, enfin pas Apocalypse, Heart of Darkness qui a inspiré Apocalypse Now, mais je pense qu'un jour peut-être je le lirai. Je lirai. Mais pour ce qui est de son classement, je vais le mettre par là. Ouais, j'ai l'impression qu'à chaque fois je les mets au même endroit, mais ouais, c'est un peu la vibe que j'ai des romans que j'ai lus dans cette période. Ensuite, Spy X Family. Alors, j'ai encore mis qu'un seul tome, mais ça représente à peu près, je crois, les 4 ou 5 premiers tomes. Spy X Family, de quoi ça parle? On suit Lloyd Forger, qui est un espion super fort qui, pour sa mission ultime, va devoir adopter une fille et avoir une femme et infiltrer une école pour enfants afin d'avoir les secrets sur son directeur qui aurait des cartes à jouer dans ce pays qui est très réminiscent de l'Allemagne d'après la Seconde Guerre mondiale quand elle était divisée entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. C'est une comédie
Ah oui, en fait, cette famille va être composée, sans que Lloyd le sache, par sa femme qui est une assassine hors pair pour le pays voisin et enfin l'autre pays du coup, qui est rival à celui de Lloyd, et sa fille qui est une télépathe et qui du coup va devoir essayer de faire en sorte que sa famille fonctionne. Pour ce qui est du manga, hem, je trouve que c'est fun, je trouve que c'est rigolo. J'ai pas lu la suite encore, je vais le mettre tout de suite dans cool, par là. J'ai pas lu la suite parce que j'ai entendu dire qu'apparemment le mangaka n'aimait pas trop son manga, et qu'il le faisait écrire juste pour avoir de l'argent et travailler sur ses autres mangas, et que du coup le plot avance pas vraiment, ce que je trouve un peu dommage et qui du coup m'a un peu refroidi sur la lecture de tout ça. Ensuite, j'ai lu Magician, le premier roman de, la saga de la guerre de la faille par Raymond E. Feist. Hem Donc, le premier tome de la première trilogie. De quoi ça parle? On suit Pug, qui est un jeune garçon, et qui va se retrouver à devenir l'apprenti du magicien, du pays, heu, car il n'a pas été accepté, pour devenir un chevalier, alors que son meilleur ami, lui, l'a été. Hem Une guerre va ensuite se déclarer dans le royaume alors qu'il vient à peine d'arriver, en devenant apprenti magicien, car des failles ont été ouvertes et une invasion par un peuple d'un autre monde, heu, arrive. Des peuples d'un autre monde, débarquent sur le continent pour l'envahir. On va suivre du coup ce conflit, plusieurs personnages, entre les différents pays et les différents clans, différents camps plutôt, de cette guerre. Pourquoi est-ce que ces gens envahissent? D'où viennent-ils? Comment ont-ils fait pour traverser les dimensions? Heu, Tout cela avec le passage à l'âge adulte, hein, de ce personnage qui est très jeune, qui découvre la vie, qui découvre la magie, qui découvre sa place dans le monde. Et ça, c'est que le tome 1, parce que le tome 2 et 3 du coup, parlent d'autres choses complètement. C'est de la fantasy très classique. Le premier monde, du coup, Mythkemia, qui est très, européen, fantasy classique, et l'autre monde qui est beaucoup plus à inspiration, japonaise, et asiatique de façon générale, mais pas mal japonaise quand même. J'ai beaucoup aimé le premier tome, heu, enfin, j'ai tout aimé franchement. Hem, je mettrais le premier tome Magician, Heu, est-ce que j'ai plutôt aimé Magician ou j'ai aimé les autres? Ah, je pense que Magician quand même est vachement cool. Je mettrais Magician là. Le deuxième tome, Silverthorn, je le mettrais un peu au-dessus. Non, en dessous? Non, je pense que je l'ai préféré, je le mettrais au-dessus, je vais même le mettre par là. Et le troisième tome, A Darkness at Sthethenon, que j'ai, trouvé était le mieux, je vais le mettre à côté de Silverthorn. Hop là. Donc voilà, une trilogie qui devient de mieux en mieux alors qu'au fur et à mesure que ça avance, le world building est vachement cool. Seul, problème, les personnages féminins, ils sont pas mal écrits, c'est pas du sexisme en mode nuls, mais bah, ils sont très peu présents, et les seuls personnages féminins qu'il y a sont, soit des personnages, du style des servants, des personnages féminins nommés sont soit des servants pour certaines, et en grande majorité des love interest. Même pour des personnages qui sont censés être forts, qui sont censés être importants, ils sont réduits très vite au stade de love interest, et je trouve ça super dommage pour des personnages qui ont été un peu gâchés comme ça. Mais c'est un point sur lequel j'ai hâte de lire la suite, notamment la trilogie de l'Empire qui est coécrit avec Jenny Wirtz, parce qu'apparemment ça corrige largement les problèmes, de ce niveau-là. J'imagine que Jenny Wirtz, elle-même étant une femme, avait un point de vue quand même un peu plus éclairci sur le sujet. Donc j'ai franchement hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu Red Shirt de John Scalzi. Red Shirt, c'était une sorte de parodie de Star Trek et des séries un peu de SF, de ce style, mais surtout Star Trek, où en fait on va suivre ces fameux Red Shirts, hein, qui dans Star Trek, ouais, sont ces personnages secondaires qui sont toujours embarqués dans les missions pour mourir. Euh, et on va suivre en fait ces personnages. C'est un roman qui est très méta, qui est très drôle, qui est très parodique du coup de ces thèmes de SF et d'autres thèmes de Star Trek, un peu de la stupidité de certains aspects de ces romans.
J'ai trouvé très, très cool, très bah, c'est fun, hein. J'ai vraiment pas grand chose en plus à dire. Si ça vous intéresse en fait de suivre le point de vue de ces personnages qui commencent un peu à se poser des questions sur tiens, 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 c'est bizarre quand même, on est censé avoir des matériels de fou malade, on est dans une galaxie où normalement il n'y a pas tant de trucs que ça, et à chaque fois que ce personnage-là, genre le capitaine, il va quelque part, c'est à chaque fois la merde. Quand on fait des missions avec ces gens-là, on a un taux de mort surélevé par rapport aux autres, c'est bizarre, ils sont jamais virés. Voilà, un peu toute l'absurdité de cette chose si on prend un point de vue un peu plus sérieux. Et derrière, il y a tout un aspect très méta qui arrive, qui est très très drôle. Donc franchement, une petite lecture rapide, très fun. J'ai hâte de lire plus de John Scalzi, parce que c'est un des auteurs dont j'entends le plus parler en SF, qui je pense me hype le plus. Je vais mettre Red Shorts par là. Euh, voilà. Ensuite, un peu de Shakespeare que j'ai lu pour les cours. On a Measure for Measure. Alors, je vais pas vous dire de quoi ça parle parce que je vais pas vous mentir, j'ai un peu oublié. Je vais essayer peut-être. Measure pour Measure, il me semble qu'on suit un personnage euh, qui va être condamné à mort pour avoir volé quelque chose, et il va demander à sa sœur d'aller draguer le prince qui est en train de le condamner, et va s'en suivre des péripéties. Je l'avais bien aimé, franchement, je vais le mettre par là. Voilà, donc cool. As You Like It, je me souviens plus du tout du plot, mais je l'avais trouvé assez fun de souvenir. J'en ai des bons souvenirs, enfin une bonne sensation de souvenir. Twelfth Night, qui est mon préféré, on suit en fait une jeune femme, j'ai oublié les noms, mais qui était en voyage en bateau avec son frère, avec sa famille, enfin sa famille, son frère et ses gens, qui sont de la royauté en fait d'un autre pays et qui se retrouvent à cause d'une tempête. Elle se retrouve échouée sur cette île, et elle va être obligée de se déguiser en garçon et de devenir un peu le page ou le confident du prince ou du roi de ce pays, qui est fou amoureux d'une femme, et en fait elle va se retrouver à faire un intermédiaire entre cette femme et ce prince qui est son meilleur ami, dont elle est tombée amoureuse mais elle ne peut rien lui dire parce qu'elle se déguise en garçon, et dont la femme va tomber amoureuse d'elle, et elle ne peut pas lui dire parce que bah, c'est une femme en réalité et qu'elle ne l'aime pas. C'est une pièce qui est très basée sur les quiproquos. C'est très drôle, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime beaucoup Twelfth Night. Euh, je vais le mettre. On va le mettre quoi au niveau. Ouais, avec Lord Jim. Probablement ma pièce de théâtre préférée de Shakespeare. Et la dernière, Richard III, que je vais mettre dans mai, parce que je l'ai pas trop aimé. D'ailleurs, je vais aussi descendre. Vous savez quoi? Parce que je vois c'est très centré sur le très bon et cool. Je vais descendre cela dans mai. Voilà, parce que j'ai quand même pas beaucoup de souvenirs. Euh, Non, je vais quand même mettre les guines dans cool, faut pas déconner. Mais ouais, Richard III, Mon royaume pour un cheval. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à en dire, parce qu'honnêtement, je me souviens même plus vraiment du plot, et ça m'avait pas tant intéressé que ça, hein. Ensuite, Frieren, là, le manga, c'est pour les deux premiers tomes que j'avais lus quand ils étaient sortis en France. J'ai beaucoup de retard, j'ai pas encore repris. J'ai pas regardé l'animé parce que je lisais le manga, et du coup, bah, je vais continuer à lire le manga, malgré le fait que l'animé a l'air incroyable. C'est super cool. Frieren, on suit bah, du coup le personnage éponyme qui est une elfe et qui, après que son groupe ait vaincu le Seigneur des Ténèbres, va reprendre sa vie, parce que pour elle, elfe qui vit des milliers d'années, voire qui est immortelle peut-être dans ce roman, je sais plus, bah, ces années de voyage avec son groupe de copains aventuriers, bah, c'était rien, c'était un petit chapitre, une petite page dans sa vie. Là où pour ces aventuriers, bah, c'était l'histoire de leur vie, et ils vont mourir avec ça étant leur plus grand accomplissement. Et du coup, on va suivre un peu cette exploration du coup de la longévité des elfes, qui du coup apporte ces thèmes sur profiter de la vie, qu'est-ce qu'on fait de la vie, comment mettre à disposition le temps que l'on possède, hein. Euh, Il y a plein de concepts aussi intéressants de world building dans Frieren. Les personnages sont super cool. Il y a de l'action, il y a un peu d'humour. C'est chill, c'est assez cosy, il y a du voyage. J'ai beaucoup aimé, franchement, les deux premiers tomes. Il y a des idées de world building par rapport notamment à la magie et les humains que je trouvais très cool, très sympa à lire. J'ai lu que les deux premiers tomes, donc j'ai pas des masses de choses à dire dessus.
mais j'ai beaucoup aimé et vu la popularité que Frieren a, bah, je pense que la suite va être, super top et je vais le mettre pour l'instant, on va dire en dessous de on va le mettre là. Voilà, parce que j'ai lu que les 2 premiers tomes, donc je peux pas non plus encore avoir un avis, super développé dessus. Ensuite, Happy Days de Beckett. Je suis en train de non, je pensais qu'il manquait un livre, mais non, il est là. Happy Days de Beckett, c'est une pièce de théâtre où on suit, heu, un personnage qui est, une femme qui est sous un tas de sable, qui monte, de plus en plus, chaque jour et voilà. C'est Beckett, hein, c'est de l'absurde, c'est un peu du n'importe quoi, du what the fuck. C'est assez rigolo, c'est bien écrit, je trouve, notamment les pièces que j'ai vues, en fait, étaient super bien jouées. Je saurais vraiment pas quoi en dire de plus. Heu, Juste si ça vous intéresse, un peu l'absurde, regardez-le. J'ai un peu sorti tout ça de ma tête parce que Beckett, je vais en parler vers la fin, mais voilà. J'ai dû lire pour les cours aussi, du coup, ces livres. Mais je me souviens que j'ai quand même bien aimé Happy Days. Je vais le mettre dans le bas de cool parce que j'ai quand même pas des masses de souvenirs dessus là. Par contre, je vais continuer avec Beckett tant que j'y suis. Endgame, donc fin de partie de Beckett, on suit des personnages qui. C'est un huis clos euh, qui se passe dans un monde post-apocalyptique où on suit potentiellement les dernières personnes en vie. On suit un homme avec son fils adoptif et ses deux parents qui sont dans des poubelles. Lui, il peut plus se lever, il est aveugle. Son fils adoptif, Clove, je crois qu'il s'appelle, qui boite. C'est très cynique, c'est très sombre, c'est une relation, beaucoup de thèmes sur les relations entre les parents, et les enfants, sur des relations toxiques ou pas. Il y a plein d'autres choses qui sont mises en avant aussi, euh, sur la dépendance à d'autres gens, sur les handicaps, tout ça. Toujours aussi absurde, hein, par Beckett, mais je m'en souviens un peu plus parce que j'ai fait mon devoir. Bon, j'en ai parlé dans plein de vidéos, mais j'ai fait un devoir dessus. Du coup, je l'ai un peu plus analysé celui-là. Du coup, je vais le mettre dans, on va dire, dans Cool avec Major for Major. Euh, et on va finir avec Beckett et cette horreur qui va aller ici tout de suite. The Unnameable. Voilà, c'est l'innommable parce qu'il est innommable. J'ai détesté ce livre. Je hais la prose de Beckett. J'ai l'impression de lire euh, quelqu'un qui aurait peut-être des ADHD et qui écrit ce qu'il pense. Autant vous dire que c'est d'un chaotique, il n'y a aucune structure, ça passe d'un sujet à un autre sans te prévenir, ça déblatère et ça déblatère et ça déblatère, tu sais pas où t'es, tu sais pas pourquoi t'es. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout. Voilà. Je pense que c'est le pire livre que j'ai lu depuis entre-temps. Ensuite, Diaspora de Greg Egan, lui, je l'ai bien aimé, même beaucoup. On est dans un futur super lointain où l'humanité est séparée en plein de sociétés différentes. Il y a les enchérés qui sont des humains qui ont décidé de rester humains. Il y en a un peu différents qui ont pris des mutations. On a les citoyens des polices qui sont des humains qui sont devenus des IA au fur et à mesure, qui ont transféré leur conscience dans des mondes virtuels, au point que carrément certains sont nés en tant que citoyens de police, ils n'ont jamais eu de corps humain. Et on a oh, j'ai oublié le nom, mais il y en a qui sont des robots, du coup, qui sont des humains qui ont transféré leur conscience, non pas dans les villes virtuelles, mais dans des corps robotiques. Et en fait, dans ce futur, il y a une menace qui pèse sur la Terre, car un système stellaire à 2 étoiles à neutrons, je crois, qui va s'échouer, enfin s'effondrer l'une sur l'autre et provoquer une explosion qui va balayer tout le système solaire et compagnie. Euh, c'est une partie du plot. C'est un livre super intéressant sur l'identité, sur ce qui fait de nous des humains ou pas, comme d'habitude, mais aussi sur il y a tellement de concepts qui sont abordés sur la responsabilité qu'on a envers les autres, sur la meilleure forme de vie d'une certaine façon, sur l'avenir de l'espèce humaine et des espèces en général, sur l'exploration de l'espace, sur comment repenser la société dans des mondes virtuels, que ce soit
notre identité personnelle. Quand on est séparé de notre corps, le concept d'identité est complètement différent, quand on peut se remodeler à volonté. La mémoire, est-ce que la mémoire est importante dans notre identité ou pas? Euh, le concept de famille même, qui a plus beaucoup de sens quand tu es une IA, le clonage. Est-ce que tu fais plein de clones ou est-ce que tu préfères en garder un seul? Est-ce que, enfin, il y a vraiment énormément de concepts de ce style et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouvais que c'était super intéressant. Voilà, j'ai beaucoup aimé Diaspora, qui va être, je vais le mettre dans mes coups de cœur, franchement. Euh, c'est petit avertissement, c'est effectivement un roman qui est connu comme étant de hard SF, très compliqué. Effectivement, c'est très compliqué. Il y a plein de passages que je n'ai pas compris, hein. Moi j'ai fait L, j'ai pas continué dans les sciences, donc vraiment il y a plein de passages où j'ai rien compris de ce qu'il racontait, mais c'est pas grave. Limite skipper ces passages quand vous les lisez si vraiment vous comprenez rien, parce que c'est pas important de comprendre comment les choses se font, parce qu'on arrive à comprendre leurs conséquences, et du coup pour la suite de l'histoire on va dire et des autres concepts, bah c'est fine, ça va. Par exemple au tout début du roman, euh, on nous explique comment, plus ou moins, de souvenirs, le personnage principal naît en tant qu'IA. Et il n'y a pas besoin de comprendre comment ça se fait. On a juste besoin de comprendre que le personnage principal vient de naître directement en tant qu'IA de plusieurs, voire un, voire pas de parents. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Le comment ça s'est fait, c'est pas nécessaire. C'est du plus, c'est du bonus, mais c'est pas obligatoire. Ensuite, Roadside Picnic des frères Strugatsky. Les romans, enfin le roman qui a inspiré Stalker, qui a inspiré Métro 2033. De quoi ça parle? On suit Red qui est un stalker. Les stalkers c'est quoi? C'est des gens qui vont dans les zones pour récupérer du matériel et les revendre au marché noir. Mais qu'est-ce que c'est que les zones? Les zones c'est des endroits où il y a des technologies incompréhensibles qui ont été jetées par là, euh, et qui sont devenues super dangereuses en fait. Euh, et on pense en fait que ces technologies sont des déchets qui ont été déposés par les aliens qui seraient passés par là. Donc voilà, c'est un roman qui traite un peu de first contact. Alors je sais pas si c'est first contact ou s'il y a un autre type de contact pour ça, mais un first contact raté, on va dire, où on est confronté face aux déchets des aliens, mais on n'a jamais rencontré les aliens directement. On se retrouve juste avec les conséquences, avec les restes. On n'était pas digne du first contact. Ça remet du coup en place aussi, enfin ça parle de la place de l'humain du coup dans cet univers. Ça parle des sacrifices qu'on est prêt à faire, notamment pour sa famille. Ça parle pas mal de la famille effectivement, de l'appât du gain. Euh, c'est un univers qui est développé qui me fait très penser à SCP, hein, parce que du coup on a ces zones avec plein d'objets, de créatures étranges qui fonctionnent. On sait pas trop comment, on sait pas comment ça marche, mais il y a des légendes entre les stalkers qui expliquent comment esquiver certains de ces entités, certains de ces objets bizarres. Et on a Red qui du coup a pour objectif de trouver une sorte de boule dorée qui serait au centre d'une zone qui aurait, selon les légendes, la capacité d'accomplir les souhaits des gens. C'est super bien écrit, c'est très intéressant. J'aime beaucoup tout ce concept de un peu de force contact, de la place de l'humanité, tout le propos un peu écologique aussi. Apparemment, il y a aussi des concepts, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais il y a aussi des liens, il me semble, avec la guerre ou la situation qu'il y avait dans les pays de l'URSS, avec tout ce côté de faire de la contrebande et de sortir des objets pour aller les vendre en dehors. Bon, j'ai pas assez de connaissances pour parler de ça, mais je l'ai vu en lisant des reviews de ce livre, donc voilà. J'ai quand même énormément aimé Roadside Picnic, que je vais mettre, je vais le mettre par là. Ça m'a l'air bien là. Ensuite, Ringworld de Larry Niven. De quoi ça parle, Ringworld? On suit plusieurs personnages, en fait, un groupe de personnages qui va être assemblé, dont un personnage principal qui est un humain
une autre femme qui a été amenée par sa chance, car apparemment elle est super chanceuse. On a un alien qui s'appelle, les puppeteers, c'est quoi les, hem, j'ai plus le mot en français, mais du coup, c'est une espèce alien qui était censée avoir disparu de la galaxie, mais qui apparemment était toujours là et surveillait. Et on a aussi un autre alien qui est une espèce de tigre anthropomorphe plus ou moins, qui est super belliqueuse, qui a fait la guerre avec les humains. Et on suit en fait ces 4 personnages qui vont se diriger vers une structure étrange qui est un anneau-monde, donc cette espèce d'anneau gigantesque, colossal qui entoure une étoile et sur lequel potentiellement une civilisation aurait été créée. Et c'est un roman du coup assez classique d'exploration. On va suivre ces personnages qui vont explorer cet anneau-monde, avoir diverses péripéties, rencontrer diverses cultures et objets et faune et flore étranges. C'est un roman qui a un peu vieilli dans pas mal de points, notamment par rapport au traitement des femmes, mais qui était pas mal en avance aussi sur certains autres points, notamment sur les problèmes mentaux, avec le personnage principal par exemple, qui essaie d'aborder des points, même si maladroitement, qui essaie quand même d'aborder certains points, ce que je trouve assez intéressant. Je suis curieux, je pense que je lirai la suite, parce que je suis quand même curieux de voir comment va évoluer cette écriture, si ça va aller en mieux ou en pire. Mais du coup, pour l'instant, je le mettrai par là. Je pense que je vais descendre tout cela par là. Voilà, ça m'a l'air mieux là. Ensuite, The Monster, donc une petite nouvelle par Stephen Crane. On suit un personnage en Amérique qui était un servant ou un esclave, je suis pas sûr, noir, qui était aimé de tout le monde, qui un jour va tomber dans un incendie et va se sacrifier pour sauver l'enfant du médecin qui l'a embauché. Et le sacrifice, en fait, c'est que dans cet incendie, il va perdre son visage, il va devenir horrible, il va devenir un monstre, et le vrai visage des gens va se révéler à là où lui était adoré à l'époque. Les gens vont le traiter de façon horrible. Du coup, voilà des thèmes très Frankenstein, qui est le vrai monstre, traiter les gens, les apparences, tout ça, porter un masque. Je l'ai lu pour un cours aussi qui avait pas mal de thèmes sur porter des masques. Je les ai pas mis dedans, mais il y avait notamment euh, the Mask of the Red Death, il me semble, de Poe. Il y avait The Minister's Black Veil de Nathaniel Hawthorne. Et il y en avait d'autres que j'ai oubliés. Mais voilà, je vais le mettre dans cool. Voilà, en bas de cool. C'était sympa, ça casse pas trop pattes à un canard. Clara and the Sun de Kazuo Ishiguro. De quoi ça parle, Clara and the Sun? On suit Clara, qui est une amie artificielle qui va se retrouver dans la maison d'une jeune fille, et on va suivre en fait Clara alors qu'elle découvre la vie. C'est une des androïdes qui est étrangement intelligente, qui comprend, et on va la suivre évoluer dans ce monde un peu étrange pour elle, qu'elle ne comprend pas forcément, qui a ce point de vue très naïf, un peu comme une enfant, mais avec des connaissances qui sont quand même au-dessus de celles des enfants. Ça parle de thèmes que j'aime beaucoup, hein, la relation avec l'autre, avec ce qui n'est pas humain, mais ce qui est intelligent, qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains, qu'est-ce qui fait qu'on est humain, comment traiter d'autres choses. La relation et les personnages écrits sont super cool, et la relation entre Clara et la petite fille avec qui dont elle est l'amie artificielle est super chou, j'ai beaucoup aimé. Euh, c'est un roman typique de Kazuo Ishiguro, pour ceux qui ont lu Auprès de moi toujours, qui est très doux amer. Faut aimer ça du coup, mais pas autant non plus que Auprès de moi toujours. J'ai vraiment, enfin, j'ai beaucoup aimé Clara et le Soleil, et je recommande énormément si vous aimez un peu ces thèmes sur les robots, sur l'IA, sur qu'est-ce que l'humain, et d'autres thèmes que je peux pas trop aborder pour pas spoil. C'est super court, je vais le mettre en coup de cœur. Ensuite, Valkyrie Apocalypse, jusque-là, c'était. Je sais plus jusqu'où j'étais. J'ai mis tome 15, visiblement, c'est le combat entre Hades et Qin Huang, il me semble, Qin Shi Huang, il me semble qu'il s'appelle, le roi des rois.
Valkyrie Apocalypse, de quoi ça parle? C'est très simple, c'est un manga, tournoi où il y a des combats entre des dieux et des personnages historiques, car les dieux ont décidé que l'humanité devait disparaître. Les Valkyries, qui sont du côté de l'humanité, ont décidé de faire appel au Ragnarok pour laisser une chance à l'humanité, dans lequel les humains ont le droit de faire un combat de 13 combattants contre 13 autres combattants des dieux. Et du coup, on suit, voilà, c'est des bagarres, on suit des combats, c'est très cool. Il y a pas grand chose de plus, hein, c'est vraiment du fun en barre. Je vais le mettre dans très bon, au-dessus de John Scalzi. Ouais, je vais le mettre là. C'est très très cool, les personnages sont super stylés, les combats sont quand même vachement intéressants. Plus ça va, mieux c'est, je trouve. Mais voilà, on arrive bientôt à la fin. J'ai continué à lire depuis, donc je suis à jour sur le manga. Euh, on arrive bientôt à la fin, je pense, mais j'ai bien aimé Valkyrie Apocalypse. Ensuite, on a la trilogie du Prince captif de C.S. Paka. C'est vraiment pas ce que je lis d'habitude. Je l'ai lu parce qu'une amie me l'a conseillé et je l'ai lu en buddy read en lecture commune avec mon copain. C'est quelque chose. C'est de la fantasy assez sombre en réalité, un peu spicy, hein, il y a un peu beaucoup même, de smut, mais on suit surtout Damen, qui est le prince de je sais plus quel royaume, qui se retrouve en fait prisonnier par Laurent, prince du royaume rival. Euh, mais Damen enfin son vrai nom, Damianos. euh, il est prisonnier sous le nom de Damen, donc Laurent ne sait pas que Damen est le prince de l'autre royaume. Ce qui est très important pour Damen que Laurent ne le sache pas, car Damen a tué le frère de Laurent. Voilà. C'est un peu le plot de base. On va suivre du coup la relation entre ces deux personnages qui va un peu évoluer, qui est à peine toxique. À peine, c'est faux, c'est horrible. C'est très très sombre. Il y a vraiment des trigger warnings un peu partout. Mais étonnamment, c'est super intéressant. Les personnages sont super attachants. C'est du conflit politique, en veux-tu, en voilà, c'est du Snake, c'est vraiment les messes basses, les nids de serpents de la politique, les gens qui se mettent des coups dans le dos en permanence. C'est, mais c'est bien écrit, c'est super cool, ça se lit vite. Euh, Quelques petits problèmes dans l'écriture quand même, un peu long par moment, un peu de répétition, ça sent que c'est un premier roman, il me semble. Euh, un peu dommage, je trouve que le roman aurait mérité plus en fait. Ça aurait mérité que les romans soient plus longs, qu'il y ait des tomes en plus, parce qu'on a plein de personnages secondaires qui sont super cool, mais qui sont tout juste pas assez développés pour que ce soit satisfaisant. Et en fait, il y a plein de nouvelles en dehors que j'ai pas lues qui développent chacun de ces personnages secondaires en fait. Et je trouve ça super dommage que ça ait été fait dans des nouvelles en dehors et que ça n'a pas été inclus dans les romans. Parce qu'il y a vraiment un côté de pas assez. Je trouve que les romans auraient pu être soit plus courts et du coup enlever tout ça pour se concentrer sur les personnages principaux, soit plus longs pour vraiment prendre le temps d'avoir un gros épique de fantasy. Et je pense que l'autrice s'en sortirait super bien et que cet univers mérite. Euh, J'espère qu'elle reviendra un jour dans cet univers peut-être. Ou en tout cas, si elle écrit un jour d'autres fantasy, je pense que je les lirai. Elle a écrit un autre truc, mais qui se passe, je crois, dans un Londres un peu plus genre victorien, peut-être, ou plutôt année 18e siècle, 19e siècle, je sais plus, qui est un peu plus young adulte. Celui-là, ça reste du smut, un peu spacey, mais c'est quand même de la fantasy adulte. Et du coup, il m'intéresse pas trop. Son autre série m'intéresse pas trop. Mais si jamais elle revient sur ce style de fantasy, je pense que je les lirai avec beaucoup de bonheur. Non, c'est un peu beaucoup. Euh, mais je serais très intéressé pour la lire en tout cas. Le Prince captif, je vais le mettre dans très bon. Au-dessus de Dominion Moody. Voilà. Ouais, je vais quand même pas le mettre au-dessus de la. Ah, est-ce que je le mettrais au-dessus de la communauté de l'anneau? Parce que là, je juge un peu les livres en eux-mêmes. C'est juste le livre du Seigneur des Anneaux en lui-même. Pas pour le premier tome en tout cas. Princess Gambit. J'ai un peu du mal à dissocier les autres tomes parce qu'on a lu la trilogie en une semaine. Donc je vous avoue que pour moi, tout est dans le même coin. Euh, Chaque tome était mieux, donc ça c'est sûr. Et je pense que je vais mettre celui-là par là. Voilà.
La conclusion du Prince captif, je l'ai quand même beaucoup aimé. OK, peut-être pas au-dessus de la conclusion heu, des Guerres de la Faille, mais j'ai vraiment beaucoup aimé Le Prince captif. Ça m'a surpris, c'est vraiment une surprise. Je pensais que j'allais pas aimer du tout et bah, franchement, c'était une très, très bonne surprise. Ensuite, Le Jour des Locustes, dernier livre que j'ai lu pour les cours, que j'ai trouvé sympa parce que je l'ai un peu analysé. J'ai analysé notamment le premier tome, le premier tome, qu'est-ce que je dis? La 1re page. C'est intéressant, ça parle du rêve américain, d'Hollywood, du golden age. C'est une critique de tout ça surtout. On suit un personnage qui devient, qui déménage à Hollywood pour devenir costumier et qui va se rendre compte que la vie, c'est pas aussi fou que ce que ça avait l'air d'être. Je vais le mettre dans mai, en haut du mai, parce que je l'ai quand même trouvé relativement sympathique, mais j'ai pas aimé de fou. Je vais un peu accélérer parce que la vidéo commence à être assez longue, il me semble. Donc on va faire les derniers assez vite. Bridge of Peace, le premier tome de la saga de Daniel Green, hein, le YouTuber le booktuber fantasy, probablement un des plus connus, voire le plus connu. J'étais curieux de lire un peu ce qu'il avait écrit. C'est une sorte de mystère, thriller dans un monde d'urban fantasy où il y a des meurtres qui ont été faits. C'est de l'enquête. Je peux pas vraiment dire plus parce que ça spoilerait. Mais on suit ces personnages un peu policiers aussi, un peu hard-boiled. De souvenir, c'était assez sympa. Mais bon, ça sent que c'est un premier roman. Je l'ai pas non plus surkiffé de fou. Je vais le mettre dans cool. Je vais le mettre par là. Voilà. Et enfin, la dernière chose que j'ai lue, même si en réalité je l'ai écouté en audiobook, et je l'ai écouté sur tout le long de l'année avec mon copain aussi, c'est Nature of Predator de Space Paladin. Donc c'est un web novel à la base où on suit en fait l'humanité qui a enfin réussi à partir dans les étoiles et à aller dans l'espace et conquérir d'autres planètes, et qui va tomber sur toute une civilisation galactique en fait qui existait. Mais il se trouve que cette civilisation galactique est composée entièrement d'espèces herbivores qui détestent absolument les carnivores car ils en sont terrifiés, et que les carnivores en fait sont la plaie de la galaxie. Toutes les espèces carnivores qui évoluent sont trop dangereuses et ne font que tuer, notamment les arxeurs qui sont une espèce carnivore un peu le style crocodile, le lézard, qui est en guerre contre la société, enfin le reste des espèces de la galaxie. Et on va suivre en fait la place que les humains vont devoir avoir dans tout ce conflit, avec leur statut un peu d'espèce carnivore, mais qui est omnivore de façon générale, pas carnivore strict, mais qui est quand même mal vu par certaines espèces de la galaxie. Euh, voilà, c'est pas super bien écrit, on va pas se mentir, il y a beaucoup de répétitions, mais je suis tombé dans le piège. J'ai écouté, puis j'ai continué à écouter, puis en fait, à force d'écouter les épisodes qui vont assez vite, vu que c'est un web novel avec des chapitres courts mais qui viennent assez souvent, et qui te gardent dedans, ça me donne un peu une vibe de suivre une série comme Star Trek, Stargate, ce genre de choses. Et mine de rien, bon, on s'attache un peu à certains de ces personnages, malgré le fait qu'ils soient pas super bien écrits. À force de les écouter pendant un moment, on s'y attache pas mal. Et je pense que le fait que c'est aussi une lecture commune que j'écoute en tout cas avec mon copain, ça aide forcément. Donc franchement, je vais le mettre dans cool. Je vais le mettre voilà, un peu au-dessus de Shakespeare. Voilà. J'aurais mis Nature of Predator de Space Paladin au-dessus de Shakespeare. Soyez fiers de moi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc ma tier list des livres que j'ai lus durant mon absence. J'espère que ça vous aura plu, que vous aimez le concept. Je pense que je vais refaire le même pour mon bilan de lecture de 2025. Hem, je pense pas faire de vidéo top, peut-être que je tenterai l'année prochaine, voir ce que ça donne. Mais voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.